Alors que Poutine pensait tout contrôler, l'Ukraine a bouleversé la situation. Dotée d'une double stratégie brillante pour vaincre définitivement la Russie, l'Ukraine a dévoilé son plan pour gagner la guerre. Cette stratégie va fonctionner. Elle est trop bonne pour échouer. La Russie doit désormais affronter une situation qui empire, tandis que l'Ukraine se renforce. Les deux nouvelles stratégies efficaces de l'Ukraine vont nuire à la Russie de diverses façons. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que l'Ukraine frappera l'infrastructure énergétique russe plus durement que jamais en 2026, illustrant le principe « ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre ». Zelensky affirme que l'Ukraine vise l'infrastructure énergétique russe, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Deuxièmement, l'Ukraine développe ses exportations d'armes avec la création de près d'une douzaine de centres d'exportation en 2026, ce qui renforcera les liens de l'Ukraine avec ses partenaires européens et l'OTAN. Plus ces liens seront forts, moins Poutine aura de chances d'éloigner les partenaires de l'Ukraine. C'est un enchaînement qui a laissé la Russie chancelante, et cette double stratégie pourrait suffire à mettre fin à la Russie pour de bon. Nous traiterons la nouvelle stratégie d'exportation de l'Ukraine dans la seconde partie, en détaillant ses actions et leur importance. Regardons d'abord les récents propos de Zelensky sur le nouveau cap énergétique de l'Ukraine, le front des frappes et ses conséquences sur la capacité de Poutine à poursuivre la guerre commencée il y a près de 4 ans. Sur X, le 8 février, Zelensky a partagé une vidéo de sa rencontre avec des enseignants et des étudiants de l'Institut d'aviation de Kiev. Là-bas, le président ukrainien a dit « Nous n'avons pas à choisir entre viser une cible militaire ou énergétique. Il vend cette énergie et du pétrole. Alors, est-ce de l'énergie ou une cible militaire ?» Honnêtement, c'est pareil. Il vend du pétrole, gagne de l'argent, investit dans des armes et tue des Ukrainiens. C'est une déclaration majeure. L'Ukraine admet pour la première fois vouloir frapper les infrastructures énergétiques russes. Et cela ne signifie pas seulement les raffineries de pétrole et les dépôts qu'elle a attaqués tout au long de 2025. Tout ce qui concerne l'énergie russe fait partie de l'effort de guerre, dit Zelensky. La portée des cibles vient de s'élargir. La Russie, qui frappe depuis longtemps les installations énergétiques ukrainiennes, va recevoir une énorme dose de sa propre médecine en 2026. La décision de l'Ukraine s'explique par la distinction entre cibles civiles et militaires. Selon Sky News, l'Ukraine doit veiller à ce que ses frappes respectent le droit international humanitaire. La Russie l'a déjà fait à de nombreuses reprises. À la fin de 2025, 14 999 civils ukrainiens étaient morts à la suite des frappes russes depuis le début de l'invasion. 40 601 autres personnes avaient été blessées. Chaque hiver, la Russie a frappé les infrastructures énergétiques ukrainiennes, privant des milliers d'Ukrainiens de chauffage et d'électricité. Une de ces frappes, le 4 février, a visé Zaporijia, les 153 000 foyers ukrainiens dans cette ville et les régions environnantes sans électricité. L'Ukraine sait qu'elle est à la limite entre des frappes légitimes et ressembler aux méchants dans la guerre en Ukraine. Selon News Sky, l'Ukraine doit distinguer autre chose que la nature civile des cibles attaquées. En revanche, l'Ukraine doit s'assurer que ce qu'elle frappe avec sa nouvelle stratégie sont des cibles qui apportent une contribution effective aux efforts de guerre de la Russie. Ou si elles apportent un avantage militaire clair à l'Ukraine quand elles sont touchées. Les infrastructures visées jusqu'ici par l'Ukraine remplissent ces deux conditions. Les dépôts de pétrole, raffineries et usines de gaz russes financent tous la machine de guerre russe. Vous le découvrirez bientôt. L'Ukraine doit veiller, selon le droit humanitaire, à ne pas cibler des infrastructures énergétiques civiles lors de ces frappes. Par exemple, les attaques ukrainiennes sur l'infrastructure énergétique à Belgorod ont entraîné plusieurs coupures de courant début février. Pris isolément, ces frappes pourraient être considérées comme similaires à celles que la Russie mène en Ukraine. La différence est que l'Ukraine considère Belgorod comme une cible militaire légitime. Nous savons que la Russie envoie ses conscrits à Belgorod depuis au moins avril 2025, et ces conscrits sont des cibles militaires légitimes. Les soldats russes veulent exercer le métier pour lequel ils sont rémunérés. Couper l'électricité à Belgorod affaiblit les forces russes, apportant l'avantage militaire décisif et la contribution efficace nécessaire pour légitimer les frappes de l'Ukraine. L'Ukraine vise d'abord à affaiblir la Russie en éliminant la source d'origine. Zelensky a été clair dans son discours, ajoutant « Que doit faire un Ukrainien ? Il y a deux options. Soit nous fabriquons des armes et frappons leurs armes, soit nous frappons la source où leur argent est généré et multiplié, et cette source, c'est leur secteur énergétique. » C'est ce qui se passe.
Tout cela est une cible légitime pour nous dans le secteur de Belgorod. La source, ce sont les conscrits et d'autres installations militaires à Belgorod, que la Russie utilise pour nuire davantage à l'Ukraine, concernant la façon dont l'Ukraine vise l'énergie russe, et ce que cela implique pour la Russie. La source, c'est le pétrole, et l'impact touche toute la Russie. L'Ukraine veut empêcher la Russie d'obtenir des fonds pour fabriquer des armes. Zelensky estime qu'il est utile d'attaquer les stocks, mais la Russie peut en produire d'autres. La stratégie principale de l'Ukraine vise à détruire les sources de revenus de la Russie nécessaires à sa reconstruction. Le pétrole et le gaz sont au cœur des sources de revenus russes. Comme le souligne l'Institut d'Oxford pour les études énergétiques, les revenus générés par le pétrole et le gaz représentent entre 30 et 50% du budget fédéral russe chaque année. L'industrie énergétique russe soutient fortement l'effort de guerre de la Russie. Nous le savons, grâce à un rapport du service de renseignement extérieur allemand, le Bundesnachrichtendienst, ou BND selon le BND. La Russie a menti sur le montant de ses dépenses militaires, investissant en réalité 66% de plus que ce qu'elle a officiellement déclaré. Outre la tromperie envers le peuple russe, cette révélation montre qu'une grande part du budget fédéral russe finance l'invasion de l'Ukraine. Plus précisément, la Russie a dépensé 137,9 milliards de dollars pour la guerre en Ukraine en 2025. Le Jerusalem Post rapporte cela. Cependant, le BND affirme que la Russie dépense également de l'argent pour un projet distinct, directement lié à son armée, mais qui semble ne pas être déclaré dans le budget russe. Tout cela revient à une chose simple. La Russie a dépensé la moitié de son budget fédéral pour la guerre en 2025. Avec près de la moitié du budget issu du pétrole et du gaz, la stratégie énergétique avancée de l'Ukraine prend tout son sens. Selon le Moscow Times, l'Ukraine comptait déjà beaucoup sur les attaques contre le pétrole et le gaz en 2025. Yevgueni Borovikov, qui est le directeur adjoint de Mainz, un courtier en assurance, affirme que les frappes de l'Ukraine en 2025 contre le secteur énergétique russe ont coûté à la Russie 12,9 milliards de dollars en pertes de bénéfices et pertes indirectes. 1,29 milliard de dollars supplémentaires ont été perdus à cause des dommages directs causés par les attaques de drones ukrainiens. Cela correspond sans doute aux dépenses engagées par les entreprises énergétiques russes pour remplacer ou réparer les équipements détruits par l'Ukraine. Tout cet argent est la source dont parle Zelensky, et en ce qui concerne le fait de le retirer à la Russie, l'impact se voit directement sur le champ de bataille. Perdre des milliards de bénéfices, c'est moins d'argent pour les attaques de la Russie, et donc moins d'investissements dans les armes en Ukraine. L'Ukraine aggravait déjà la situation en visant à plusieurs reprises de nombreuses raffineries de pétrole russes en peu de temps. La Russie a perdu jusqu'à un quart de sa capacité de raffinage et a dû limiter les exportations d'essence et de diesel pour éviter des pénuries, selon Sky News. Mais tous les produits pétroliers raffinés russes n'étaient pas destinés à la vente. Une grande partie devait être envoyée en Ukraine pour l'usage des forces de Poutine. Comme le peuple russe et les acheteurs du pays, les forces de Poutine manquaient souvent de ressources. En 2025, vers la fin du mois d'octobre, l'Express a rapporté que certains soldats russes avaient été contraints d'acheter du carburant pour leurs véhicules dans des stations-service, parce que l'armée avait épuisé l'essence et le diesel qu'elle aurait dû leur fournir. C'est humiliant pour Poutine, et montre la mauvaise gestion de l'armée russe, ainsi que l'impact majeur des frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques. Avançons jusqu'au 9 février de cette année, et les problèmes de carburant de la Russie sur le front ne s'améliorent toujours pas. À cette date, United 44, les médias ont rapporté que les troupes russes, près de Kherson, Ukraine, ont été isolées après qu'un convoi de carburant a été frappé par l'Ukraine. Certes, cette attaque s'est produite en Ukraine, pas en Russie. La perte d'un convoi de carburant vers des troupes isolées montre la situation précaire des forces russes. Ils n'ont pas de réserve de carburant, aucun excédent que la Russie puisse envoyer. Tout ce que possèdent les forces de Poutine est en route, donc la destruction du carburant coupe souvent l'approvisionnement. Les ressources en Russie sont déjà limitées. Les véhicules sont mis hors service parce qu'ils ne peuvent même pas se déplacer, ce qui oblige les soldats russes à attaquer les positions ukrainiennes à pied. L'issue de ces assauts est assez évidente, beaucoup de soldats russes morts. La seule chose qui empêche l'Ukraine de faire de sa première stratégie une arme fatale contre la Russie, c'est que l'Ukraine ne dispose pas des ressources nécessaires pour reproduire les attaques de la Russie contre le secteur énergétique ukrainien. La production et les partenariats limitent le nombre de missiles et drones que l'Ukraine peut produire ou acheter contre la Russie. Ce sont des problèmes auxquels la Russie n'est pas confrontée, du moins pas à la même échelle que l'Ukraine.
C'est là que la deuxième stratégie de l'Ukraine commencera à changer les choses, si de solides partenariats sont nécessaires pour frapper la Russie plus fort. Et elle le fera en 2026, en créant plusieurs centres d'exportation. Avant de continuer, sachez qu'il y a bien d'autres informations similaires. Si The Military Show vous intéresse, abonnez-vous pour plus d'analyses sur la stratégie de l'Ukraine. Zelensky a annoncé une expansion majeure de la capacité militaro-industrielle de l'Ukraine à l'étranger dans le cadre des partenariats. Avec la création de 10 nouveaux centres d'exportation, tous ces centres devraient être opérationnels en 2026, rapporte AA. Le président ukrainien affirme qu'ils seront répartis dans toute l'Europe. Mi-février, la production de drones ukrainiens débutera en Allemagne et je recevrai le premier drone. C'est une ligne de production active. En Grande-Bretagne, d'autres fonctionnent aussi, toutes avec nos technologies ukrainiennes, a déclaré Zelensky. À cela s'ajoutent les centres qui seront également construits dans les États baltes et nordiques, dont plusieurs ont leurs propres inquiétudes, que Poutine pourrait essayer de leur faire ce qu'il a fait à l'Ukraine. Zelensky a également laissé entendre une raison majeure pour laquelle ces centres sont si importants pour l'Ukraine, ce qui les rend par conséquent préjudiciables à la Russie. Aujourd'hui, la sécurité européenne dépend de la technologie et des drones, avec plusieurs projets, principalement fondés sur les technologies et experts ukrainiens, selon Zelensky. En somme, l'Ukraine rejoint l'écosystème de défense européen comme Poutine ne l'a jamais souhaité. L'Ukraine rend ainsi service à toute l'Europe en créant ces centres. Elle crée aussi des liens avec les pays capables de fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour développer sa production et appliquer plus efficacement la première stratégie évoquée. Nous reviendrons sur ces relations et leur utilité dans quelques minutes. D'après le Kiev indépendant, ces nouveaux centres d'exportation résultent d'une directive donnée par Volodymyr Zelensky au ministère de la Défense ukrainien en octobre 2025. Le président ukrainien souhaitait débuter l'exportation contrôlée d'armes vers l'Europe dès novembre. Volodymyr Zelensky avait déclaré que l'objectif était d'internationaliser la production d'armes ukrainiennes, car la production de drones dépassait le financement de la guerre. Quelques éléments supplémentaires intéressants ressortent de cela. L'internationalisation soutient l'Ukraine de diverses manières, pas seulement via des partenariats. L'Ukraine partage ici certains secrets de défense avec les pays européens accueillant ces centres d'exportation. Ces centres produiront les drones nécessaires à l'Ukraine, selon ses propres spécifications. Maintenant, imaginez que la Russie parvienne d'une manière ou d'une autre à mener une série de frappes contre les fabricants de drones ukrainiens sur le territoire national. C'est difficile, car l'Ukraine a décentralisé la production de drones pour éviter ce scénario. Cependant, si la Russie parvient à découvrir où se trouvent certains des fabricants les plus importants et à les neutraliser, les centres d'exportation pourraient alors se reconvertir pour servir un nouvel objectif. L'Ukraine pourrait s'en servir pour produire des drones et armes en zone sûre, inaccessibles à la Russie. Oui, elle perdra de l'argent potentiellement gagné avec ces armes, mais cela assurera l'approvisionnement en drones pour tenir la Russie à distance, même si ses fabricants sont neutralisés. Autre point clé des objectifs de Zelensky sur l'exportation, la fabrication de drones qui va au-delà du financement de la guerre par l'Ukraine. En d'autres termes, l'Ukraine a besoin de plus d'argent. Lorsqu'il a annoncé le programme d'exportation, Zelensky a déclaré que c'était l'excédent de drones qui serait vendu. Actuellement, la dette totale de l'Ukraine s'élève à 213,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 29,5% par rapport à ce qu'elle était en 2024. Le ratio dette sur produit intérieur brut du pays avoisine également les 100%, ce qui n'est pas une situation financière idéale. Environ 40% de la dette de l'Ukraine, y compris un prêt dont nous parlerons bientôt, est détenu par l'Union européenne, ou UE. Vous pouvez sans doute commencer à voir une corrélation dans ces exportations. L'Ukraine pourra lever des fonds, soit pour commencer à rembourser cette dette immédiatement, soit pour commencer à payer ce dont elle a besoin sans avoir à contracter de nouvelles dettes. Dans les deux cas, c'est gagnant-gagnant pour l'Ukraine. Cela montre que la deuxième partie de la stratégie de l'Ukraine pourrait être cruciale pour la survie à long terme du pays face à la Russie. Nous assistons à une forte expansion de la défense ukrainienne, avec l'installation des médias de la résilience. Plus de 200 entreprises de drones en Ukraine ont été créées ou ont grandi depuis l'invasion lancée par Poutine. Il y a un potentiel énorme pour l'Ukraine de transformer un type d'atout qui a été révolutionnaire sur le plan de la défense, en un atout qui pourrait générer des milliards de dollars par an pour l'économie ukrainienne. L'Ukraine mène une révolution militaire selon le Conseil de l'Atlantique, mais pour qu'elle aboutisse, un important soutien occidental est nécessaire.
À la fois pour s'assurer que le secteur de la défense en pleine croissance de l'Ukraine atteigne son potentiel, et pour faire en sorte que Poutine soit stoppé dans son élan en Ukraine. Et cela nous ramène à la question des partenariats que nous avons abordés plus tôt. L'Ukraine sait que l'Europe a besoin d'elle, certainement pas plus que l'Ukraine a besoin de l'Europe, mais suffisamment pour que l'Ukraine soit désormais en position de commencer à devenir un partenaire égal dans les relations qu'elle a établies avec de nombreux membres de l'OTAN en Europe. Comme l'a écrit l'ex-premier ministre ukrainien Oleksiy Honcharuk dans Dispatch de l'Atlantic Council du 26 janvier, ce qui manque vraiment à l'Europe, alors qu'elle se réarme face à Poutine, c'est la rapidité. L'Ukraine apporte la rapidité. Elle innove à un rythme fou depuis l'invasion russe, et elle possède aujourd'hui la technologie dont l'Europe aura besoin à l'avenir. Ici, les 10 nouveaux centres d'exportation en Europe prendront tout leur sens. L'Ukraine est désormais une superpuissance des drones, et grâce à ces centres, jouera un rôle clé dans la défense européenne tout en livrant des armes compatibles avec l'arsenal de ses principaux partenaires. L'intégration conduit à une meilleure conformité, et avec la conformité vient la possibilité de développer une stratégie à l'échelle européenne qui dépend de la survie de l'Ukraine. Pour survivre, l'Ukraine aura besoin du soutien constant de ses partenaires européens, qui l'ont déjà beaucoup aidé. C'est le vrai génie de la seconde partie de sa stratégie. L'Ukraine se rend indispensable à la défense européenne. Un partenaire indispensable ne peut pas être laissé tomber face à l'agression de Poutine. L'Europe le sait aussi bien que l'Ukraine. C'est pour survivre que l'Union européenne a accordé un prêt de 90 milliards d'euros, 107 milliards de dollars, à l'Ukraine en se portant garante. La nécessité pour l'Ukraine de survivre et même de prospérer au-delà de la guerre avec la Russie est aussi la raison pour laquelle l'Union européenne et les États-Unis proposent un plan de 800 milliards de dollars sur 10 ans pour reconstruire l'Ukraine après la guerre en mobilisant fonds publics et privés. Ce plan permettrait aussi à l'Ukraine d'accélérer son adhésion à l'Union européenne, soutenant davantage le pays. Tout cela souligne le rôle croissant de l'Ukraine dans la défense européenne face à la Russie. Les 10 centres d'exportation prévus pour 2026 devraient inaugurer une série qui renforcera la place de l'Ukraine comme acteur clé de la défense européenne. Pour les décennies à venir, et même pour que ces décennies existent, l'Europe doit continuer à soutenir l'Ukraine. Le plan d'exportation de Zelensky l'assure. Pour la Russie, cette double stratégie a 2 conséquences. Elle perdra davantage de pétrole, de gaz et d'infrastructures, à usage civil et militaire. L'argent va manquer, les offensives faibliront, avec la pénurie de carburant. L'Ukraine récupérera progressivement tout ce que la Russie a obtenu. Grâce à son plan d'exportation, l'Ukraine va se renforcer pour intensifier la première phase de sa stratégie, avec l'aide de ses partenaires européens. Ce soutien pourrait provenir de la vente de drones, de prêts, de dons ou de drones fabriqués en Europe selon des plans ukrainiens. Mais l'important, c'est que le soutien va continuer. Ce qui signifie que la double stratégie affaiblit la Russie, tout en renforçant l'Ukraine. Et cela met en avant les contributions que l'Ukraine pourrait apporter à la défense européenne. Bien plus que des drones pourraient bientôt être produits dans des centres d'exportation européens. Les armes à laser, essaims d'IA et missiles longue portée innovent la défense intérieure ukrainienne et transforment actuellement la guerre en Ukraine. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour rester informé de tous les grands mouvements de l'Ukraine. Et merci comme toujours de nous regarder.